Merci. Vous pouvez monter sur scène et puis nous présenter ce que vous avez à nous présenter. On vous écoute. C'est la commande. Hein. C'est la télécommande. Hein. Ouais, c'est ça. Oui. On entend là? Oui. Oui. Bonjour à tous. Donc, je suis très heureux de pouvoir vous présenter une nouvelle fois l'opération Morlan Mixed Capital en binôme avec Anne qui a suivi tout le projet. Cette opération, c'est avant tout un projet hors norme de par sa taille, de par les délais, de par la complexité. Et c'est une véritable aventure humaine. On va le détailler par la suite. On va faire un petit bond en arrière. On va revenir en 2014, en novembre 2014, lorsque la ville de Paris lance le premier appel à projet urbain innovant sur 23 sites. L'objectif, c'est se réinventer, revoir le mode de réflexion, revoir la programmation. Emerige, porteur de projet, monte tout de suite une société et constitue une équipe avec des partenaires forts, Calc, avec qui on a l'habitude de travailler, représenté ici par Anne. On travaille également avec un architecte de renom, David Chipperfield. On travaille également avec Michel Desvignes, avec qui on a l'habitude de travailler, et on cherche également un artiste. Le volet artistique, c'est dans l'ADN d'Emerige, et on se dit qu'ici, sur un projet, sur un bâtiment de cette ampleur, il faut faire quelque chose de fort. Et on identifie tout de suite Olafur Eliasson, qui a des liens avec David Chipperfield, et on sent que la collaboration peut fonctionner. Ce travail, en phase concours, on le mène également de manière un petit peu différente, c'est-à-dire qu'on s'associe tout de suite avec plusieurs exploitants, plusieurs investisseurs pour produire le dossier, pour produire un projet qui puisse convenir le mieux possible. À terme, on aura une quarantaine de prestataires, là où habituellement sur un projet, on a plutôt 20-25 prestataires qui travaillent à nos côtés. C'est pour donner aussi l'échelle complémentaire là, sur les prestations en place. On travaille sur une programmation qui va être axée sur 4 principes forts. Le premier, ça va être l'ouverture au public, on le verra par la suite. La mixité, qu'on va également développer. On conservera toujours une place forte à l'architecture et à l'art. Et on va également veiller à faire en sorte d'intégrer des nouvelles technologies, faire des innovations. En termes de délai, c'est 14 mois de concours, c'est 2 ans et demi d'études. Et ensuite, on démarre les travaux pour une durée de 4 ans avec la phase Covid entre les deux. Je te laisse la parole, Anne, pour le bâtiment. Bonjour à tous. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, le bâtiment existant a été construit par Albert Laprade, Pierre-Victor Fournier et René Fontaine entre 1957 et 1964. Donc il a été construit pour être la préfecture de Paris, ce qu'il a été jusqu'en 2011 et ensuite a été utilisé par les services d'urbanisme de la ville de Paris jusqu'en 2018. Il était caractéristique par son architecture en H, à l'époque l'un des plus hauts bâtiments de Paris, donc 16 étages, 50 mètres de haut, d'une architecture qu'on pourrait nommer comme moderniste et fonctionnelle. Il était malgré tout très moderne, intégré à un central téléphonique interne, mais aussi un réseau de tubes pneumatiques pour la distribution du courrier. On va maintenant aborder l'un des axes principaux du projet avec Julien. Donc on parlait de 4 axes tout à l'heure. Le premier, c'est donc l'ouverture au public. Donc, je reviens 30 secondes sur la slide précédente. Hein. Donc on retrouve ce bâtiment caractère fort. On retrouve ici une photo là, des années 60 avec la place forte aux véhicules, avec notamment les voitures qui se garaient sur le parvis. Et donc ce bâtiment qui était finalement très connu du paysage parisien, de par sa hauteur, qui est également très connu des quartiers, des associations de quartiers, des riverains. Il faut savoir qu'en phase concours, on avait pris contact avec les riverains et associations de quartier pour essayer de recueillir un peu leurs sentiments, leurs besoins. Et sur cette partie, il était ressorti 2 mots qui nous avaient marqués. C'était le nom que portait ce bâtiment, donc très connu, mais finalement que peu de personnes ne connaissaient l'intérieur, si ce n'est les professionnels. Et les gens l'appelaient le bâtiment de Morlan. On est au boulevard Morlan, mais il l'appelait Morlan en 2 mots. Donc je trouve que cette image en dit assez long sur le bâtiment. Donc un bâtiment finalement assez fermé, plutôt mal perçu, auquel on souhaite redonner aussi une dimension humaine
réintroduire du végétal et surtout laisser une place forte au public. Donc c'est ce qu'on voit ici sur la première image en haut à droite. Cette réouverture au public, elle va se créer tout d'abord en créant une liaison qui va permettre de relier le boulevard Morland sur la façade, enfin côté façade est du bâtiment, jusqu'à la Seine, en créant une traversée, une rue piétonne. La cour et le passage de l'île Louviers, hein, qui en porte le nom aujourd'hui. Et sur le dessin juste en dessous, on a décidé de permettre aux Parisiens, aux visiteurs, de pouvoir profiter des vues magnifiques qu'offre ce bâtiment sur les derniers étages. Donc ça fait partie des contraintes avec lesquelles qu'on a pu imposer derrière par la suite et aux investisseurs et aux acteurs, notamment l'hôtel qu'on verra par la suite, qui peuvent accueillir du public. Alors c'est toujours sur réservation parce qu'il ne faut pas perturber la clientèle, mais l'objectif c'est permettre à tout public sur réservation de pouvoir accéder au 15e et au 16e étage, contempler l'œuvre artistique et profiter des vues. La philosophie du projet. Alors, conserver, réhabiliter et agrandir l'existant a toujours été l'idée fondatrice du projet de Morland Mid-Cité Capital. Cela constitue la composante majeure de durabilité du projet. Conserver pour durer, conserver pour transformer. C'était vraiment l'idée architecturale de base, préserver un maximum pour vraiment développer davantage le bâtiment existant en termes d'usage et d'architecture. C'est ce qu'on va vous exposer par la suite. Tout d'abord l'usage et ensuite l'architecture. Donc le deuxième axe fort, la mixité des usages. Donc Morland, c'est, on rappelle, 43 600 m², 5 bâtiments à terme. Ce qu'on retrouve ici sur la partie gauche, donc une petite rosace du temps, donc à l'origine, donc un bâtiment de bureau avec des horaires classiques, on va dire une majorité de flux entrée-sortie entre 8h et 18h. Et en réintégrant de la mixité, on a cherché à redynamiser le quartier. Ce qu'on voit sur cette rosace du temps, c'est qu'on espère, avec l'activité de l'auberge qui donne des concerts plusieurs soirs dans la semaine, avec l'hôtel qui a une activité bar-club sur ses étages hauts, on espère aussi avoir des flux. Et on voit que sur cette rosace des temps, avec les logements, les commerces, on élargit le spectre des allées et venues et le dynamisme qu'on peut avoir dans le quartier. Sur la partie droite, on va retrouver l'axonométrie qui éclate les 11 programmes qu'on aura pu réintégrer dans ce projet. Donc la partie centrale du H qui développe les 16 étages, on a réservé les étages 7 à 16 à un hôtel Accor 5 étoiles avec 162 chambres et un bar et un restaurant au 15e et 16e étage, donc les étages donc, du 7e au 16e. Les étages inférieurs du premier étage jusqu'au 6e étage sont occupés par des espaces de bureaux. On a également un petit bâtiment qui va venir fermer l'ancienne cour minérale qui donne sur le boulevard Morland, qui est aujourd'hui utilisé par une auberge de jeunesse avec 404 lits. Donc là, on est sur des offres d'hébergement qui sont complémentaires. On est sur schématiquement une nuitée en hôtel à 500 € et un ticket moyen pour un lit dans l'auberge de l'ordre de 30-40 € en fonction de la saison, en fonction des jours. Dans la mixité, on a également introduit une galerie d'art sur 300 m² en rez-de-chaussée, un marché alimentaire, des commerces, une crèche qui accueille 63 berceaux, un fitness, 200 logements, et on est venu également construire un ensemble de bureaux qui arrive sur le front de Seine et qui complète l'offre de bureaux pour offrir un peu plus de 9000 m². Un petit focus sur le fitness. Le fitness, il est à 90% localisé en sous-sol. Et je trouve qu'en termes de mixité, on a également travaillé avec l'exploitant pour faire en sorte qu'il travaille avec un bilan, avec un budget, avec un fonctionnement basé sur 3 modes. Le premier, c'est un club de sport, un fitness, comme un club Medgym, qui va marcher avec des abonnements. Dans son modèle économique, il a également intégré le fait qu'il avait une liaison directe avec l'hôtel. Donc les clients d'hôtel descendent directement des étages 7 à 16 en peignoir pour aller à la piscine, en contrepartie d'une redevance. Et dans son modèle économique, il a également intégré un engagement qu'on avait pris à l'égard de la ville de Paris, savoir offrir les 4 matinées
de la semaine, lundi matin, mardi matin, jeudi et vendredi matin, aux scolaires, aux écoles du quartier. Donc aujourd'hui, en termes de la piscine, elle est exploitée tout le temps. Elle est exploitée très tôt le matin, de 6h à 8h avec les clients d'hôtel généralement. De 8h à midi, de 9h à midi, pardon, on passe avec les scolaires. Et ensuite, il repart avec ses abonnements club de sport et clientèle hôtel. On va passer sur la page suivante. Donc là, on va retrouver une coupe et une vue en plan pour illustrer les différentes interventions, hein. Donc sur la vue en plan, on va retrouver l'intervention de réhabilitation, principalement menée par Calc, qui va travailler sur l'hôtel, les bureaux, les commerces, les logements, la crèche, le fitness. En rose, ce sont les interventions principalement de David Chipperfield, qui s'est concentré sur les parties neuves, avec l'auberge de jeunesse qui vient fermer le parvis, le bâtiment de bureau qui donne sur le front de scène. Et sur les 2 étages hauts de la tour, au 15e et 16e étage, on va retrouver principalement l'intervention artistique d'Olafur Eliasson, qu'on verra un peu plus en détail par la suite. Donc ici, on vous a mis une petite photo des arches. C'est le geste fort de David Chipperfield, qui marque le lien au sol. C'est une réinterprétation contemporaine de David Chipperfield, de ses réflexions quand il venait à Paris, quand il se baladait au Palais Royal, et qu'on retrouve les arcades et également les arcades de la rue de Rivoli. Donc aujourd'hui, on a 38 arches qui nous permettent de relier sous un passage couvert le boulevard Morland jusqu'à la Seine. Petite anecdote aussi, c'est que finalement, on a eu 38 arches, mais il y a eu tout un travail sur le calpinage, sur la fréquence, sur les élancements de ces arches. On a 38 arches, mais on aura 20 moules différents. Donc ça a été un investissement important, conséquent, avec beaucoup de travail sur les arches. On a mené des prototypes. Un travail sur la recherche du béton qui a servi, sur le sable, sur le ciment, sur les pots coffrantes. C'est un geste qui paraît assez pur, mais qui cache en vérité finalement beaucoup d'ingénierie. Là, on monte au 15e étage, dans les 2 derniers étages de la tour, de l'IGH, avec une première intervention artistique de Olafur Eliasson, qui marque le lien au ciel, après avoir fait le lien au sol avec Chipperfield. On a une transition en douceur avec ici un plafond miroir qui se développe depuis l'intérieur de la salle et qui continue jusque sur la terrasse. C'est un défi technique également, et c'est au niveau de l'expérience, c'est ce qui permet de marquer une transition, une projection, puisque quand on est dans la salle de restaurant, en levant les yeux au ciel, finalement on se retrouve projeté au sol, dans la scène. Si on remonte un étage supplémentaire, on va retrouver l'œuvre majeure de Olafur Eliasson, avec, pareil, on se retrouve avec une façade intégralement vitrée, on n'a aucun poteau, avec des vitrages qui pèsent à peu près 1,5 tonne. Et on retrouve sur les 2 façades principales un jeu de miroirs, ce qu'on appelle des kaléidoscopes. Ce sont des boîtes de verre, 4 faces, qui se font face avec un dégradé, avec un miroir en dégradé qui permet une projection du ciel qui se reflète et qui permet qui se reflète à l'infini. Ça, c'est également un véritable défi technique. Et je vais te laisser la parole, Anne, sur les interventions en façade. Un petit focus maintenant sur les façades des bâtiments existants. Donc en y regardant de plus près, la bonne surprise a été évidemment la qualité de construction et la conservation des façades des bâtiments existants. Donc c'était un bâtiment en structure béton in situ qu'on a pu entièrement conserver. En réalité, les bétons étaient très peu carbonatés. Également, les pierres de façade étaient très peu dégradées. Donc, on a pu vraiment sauver une énorme partie du bâtiment, ce qui a constitué un grand réservoir de CO2 et économisé beaucoup de démolition. Alors que les façades des bâtiments neufs, quant à elles, s'expriment sur une trame carrée qu'on reconnaît en contraste total avec les façades des bâtiments existants. Celles des bâtiments existants ont laissé leur uniformité, qui ne laisse pas transparaître en réalité la mixité des programmes qu'on a à l'intérieur, qu'on a pu voir précédemment dans les différents diagrammes.
La réhabilitation, donc c'est un chantier qui en cache en réalité plusieurs, car nous avons 5 chantiers différents sous ce même projet. Donc un IGH, donc un immeuble de grande hauteur qui est un chantier à part entière. Ensuite les 2 ailes qui sont constituées de logements qui sont eux aussi des chantiers à part entière. Plusieurs niveaux de sous-sol et ensuite les bâtiments neufs. Mais aussi des chantiers intérieurs indépendants tels qu'un hôtel de luxe, une auberge de jeunesse, etc. Durant le chantier, Morlan, c'était aussi un village international avec une pointe, 700 hommes jour sur le chantier et 180 entreprises, différentes langues parlées, et tout ce monde ensemble pour développer ce magnifique projet à travers la période du Covid. Pour rentrer plus précisément dans les plans, donc vous voyez ici un état des lieux avant-après, le plan d'étage qui était conçu comme un grand plateau, on va dire plutôt libre, a été modifié, mais dans un but de flexibilité à long terme, c'est-à-dire qu'on pourrait éventuellement retransformer le bâtiment plus tard. Nous avons essentiellement, de par la mixité qu'on a introduite dans le plan, retravaillé sur l'ensemble des verticalités et des noyaux. Évidemment, pour avoir une superposition de programme dans l'IGH, nous avons dû complètement retransformer les noyaux, mais aussi dans les ailes de logement, c'est-à-dire pour créer 3 plots différents sur les ailes, donc 3 plots par aile, et aussi pouvoir libérer un maximum de surface à rez-de-chaussée pour les commerces. Ici, les 2 principales contraintes qu'on avait par rapport au logement principalement, ça a été les hauteurs sous plafond, les hauteurs de dalle à dalle et la trame de façade. La trame de façade, donc 2,25, n'était pas tout à fait une trame standard logement, donc on a dû glisser le plan et faire avec pour retrouver un rythme cohérent avec le rythme de façade. De même pour le pas d'étage, donc 3 mètres, à traiter donc en feu et en acoustique, avec un plancher existant de 5 cm d'épaisseur, qu'on a dû floquer. On a travaillé beaucoup sur les faux plafonds acoustiques suspendus pour arriver au final sur des hauteurs sous faux plafond entre 2,20 m et 2,50 m suivant les programmes. Ensuite, concernant les façades, donc c'était une pierre de Bourgogne, une pierre de Laris. La carrière était épuisée, donc on a été chercher une autre pierre rapprochante, donc la pierre de Buffon. On a vraiment conservé, je crois, en statistique, 82% des pierres existantes, uniquement enlevé celles qui étaient endommagées, cassées, etc. et donc remplacées par des pierres approchantes. Et le nettoyage était un nettoyage doux, en fait, sans produits chimiques, tout très simple. Balcon. L'intervention majeure qu'on a réalisée principalement dans les logements était d'adjoindre une greffe douce de balcons. Donc l'ensemble des façades sur rue, l'ensemble des fenêtres, donc l'ensemble des logements reçoit un balcon. Il y a 716 balcons au total sur le projet qui sont faits du même béton que les arches à rez-de-chaussée. Donc ce sont des éléments préfabriqués. Nous avons travaillé ensuite sur le dessin des ouvertures, donc le dessin des baies, qui reproduit à l'identique les modénatures des fenêtres d'origine en acier d'Albert Laprade. 2 fenêtres avaient été sauvées de la réhabilitation qui a été faite dans les années 2000, grâce auquel on a pu reconstituer en fait un châssis sur mesure, donc isolé thermiquement, panthermique, etc., mais avec la modénature d'origine. Et ce modèle a été reproduit sur l'ensemble du projet. Pour parler quand même paysage, donc avec l'intervention de l'architecte Michel Devigne, se décompose ici sur plusieurs niveaux, donc à rez-de-chaussée sur les cours et ensuite sur les toitures. Nous avons ici 3 cours qui ont été plantés en fonction en fait de leur situation, donc dans des parties très, très ombrées avec beaucoup de bâtiments. Donc ils ont créé une sorte de sous-bois qui permet aussi de fonctionner comme une ville éponge, donc d'absorber, de restituer, de stocker l'eau de pluie. Et les plantations intensives qui s'y prêtent donc permettent aussi de favoriser, ou d'amener plutôt, parce qu'il n'y en avait pas du tout avant, la biodiversité sur le site et d'absorber un petit peu de particules fines. En ce qui concerne les toitures... Pardon, petit problème de bouton. Donc les toitures, on a apporté un même soin pour traiter les toitures. On a apporté beaucoup de végétal. On a pris le parti de les végétaliser sur environ 2800 m². Donc toute la surface qui couvre les logements et l'auberge de jeunesse. Ça permet de combattre les îlots de chaleur, de participer au développement et favoriser la biodiversité. Et on y a également intégré l'un des 4e axes, une des innovations, c'est-à-dire qu'on a
mis en place des portiques de phytoépuration avec toute une série de plantes, dont des céréales, qui viennent biofiltrer les eaux issues de l'auberge de jeunesse. Donc on a tout un réseau qui va venir récupérer les eaux grises de l'auberge de jeunesse et qui vont passer de bac en bac et être filtrées tour à tour par les différentes plantes. À terme, tout au bout du tuyau, tout au bout du bac, on va chercher la potabilité. On ne va pas boire directement cette eau, même si on n'est pas très loin, mais on va s'en servir pour arroser les plantes qui sont sur les surfaces complémentaires. Une dernière slide également sur le mix énergétique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc cette rénovation lourde, on a attaché un soin particulier à l'isolation des façades et des toitures. Mais une fois qu'on avait fait ce travail, on a également cherché à travailler sur les consommations. On a 11 usages, 11 programmes. Globalement, on a toujours besoin, pendant que certains programmes ont besoin de chaud, d'autres auront besoin de froid. Typiquement, on va prendre les locaux serveurs des bureaux qui ont besoin de climatisation, pendant que les douches de l'auberge de jeunesse auront toujours besoin de chaleur. Et ce qu'on va retrouver, c'est ce qu'on voit sur ce petit diagramme sur la droite. Donc on a les calories en haut en jaune, les frigories en bleu en dessous. Et c'est que globalement, on va utiliser les calories dégagées par les locaux serveurs pour venir chauffer l'eau chaude des douches. Donc on a mis une boucle énergétique qui passe dans le sous-sol du bâtiment pour permettre ainsi une économie de l'ordre de 15% de l'énergie au global sur l'ensemble du bâtiment. Prix et récompense, multi-récompense, équerre d'argent, Grand Prix Sémi, Pyramide d'or et MIPIM Award. Oui, il est temps de conclure, s'il vous plaît, effectivement. Très rapide. Non, pour conclure, par rapport à l'année de démarrage du bâtiment, donc 2014, on peut dire que c'était un projet précurseur qui fait date dans l'ampleur de la rénovation et la mixité qu'on a réussi à y intégrer. Et tout ceci grâce en fait à une équipe engagée, aux soins apportés aux études, à l'intensité des études, au chantier, à un maître d'ouvrage conquis, une administration bienveillante, parce qu'on a eu effectivement beaucoup de discussions avec l'administration de la ville de Paris, mais aussi des investisseurs engagés dès le début dans le projet et résolus à aller au bout. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour la présentation de ce beau projet. Avec des beaux projets comme ça, effectivement, on se dit que les programmes mixtes ont un bel avenir devant eux. Je suis désolé, on n'a plus le temps pour des questions. On va devoir enchaîner. Merci encore donc à Anne Savard, architecte et directrice de projet à l'agence